Hérodote, souvent acclamé comme le père de l'histoire, est né dans la cité grecque d'Halicarnasse, sur la côte de l'actuelle Turquie, vers 484 avant notre ère. Sa ville natale était un carrefour de culture, un lieu où les influences grecques et perses se rencontraient et se mêlaient. Issu d'une famille influente, il a reçu une excellente éducation, ce qui lui a permis de développer une curiosité insatiable pour le monde qui l'entourait. Son œuvre majeure, intitulée « Les Histoires », est une enquête monumentale sur les origines et le déroulement des guerres médiques. Cependant, son travail va bien au-delà d'un simple récit de conflits militaires. Hérodote a entrepris de vastes voyages qui l'ont mené à travers une grande partie du monde connu de son époque. Il a navigué sur la mer Méditerranée, explorant les îles de la mer Égée et les côtes de l'Asie mineure. Son périple l'a conduit en Égypte, où il a été fasciné par la civilisation ancienne et ses coutumes uniques. Il a remonté le Nil, observant attentivement la vie le long du fleuve et interrogeant les prêtres sur leur histoire et leur religion. Hérodote a décrit en détail le processus de momification, une pratique qui le stupéfiait. Il s'est également rendu dans l'immense empire perse, s'aventurant jusqu'à Babylone. Là, il a admiré les jardins suspendus, l'une des 7 merveilles du monde antique, Kiwa. Ses voyages l'ont aussi mené vers le nord, dans les terres mystérieuses des Scythes, un peuple nomade des steppes eurasiennes. Il a documenté leurs coutumes guerrières, leurs rituels funéraires et leur mode de vie nomade avec une grande précision. Le mot « histoire » lui-même vient du grec « historia », qui signifie enquête ou recherche. C'était là sa méthode, non pas simplement rapporter des faits, mais enquêter activement sur leurs causes et leurs origines. Il recueillait des informations de première main chaque fois que c'était possible, en parlant aux témoins oculaires et aux participants des événements. Quand il ne pouvait pas vérifier les faits lui-même, il présentait souvent plusieurs versions d'une même histoire, laissant au lecteur le soin de juger. Cette approche, bien que parfois critiquée pour son manque de rigueur scientifique moderne, était révolutionnaire pour son temps. Il a été le premier à traiter l'histoire comme un champ d'études rationnel plutôt qu'un simple catalogue de légendes divines. Le cœur de son récit est le conflit épique entre l'Empire perse et les cités-États grecs. Il explore les racines profondes de cette confrontation, remontant à des enlèvements mythiques comme ceux d'Io, d'Europe et d'Hélène. Hérodote analyse la montée en puissance de l'Empire perse sous des rois comme Cyrus le Grand, Cambyse II et Darius Ier. Il raconte la conquête de la Lydie et la chute de son richissime roi, Crésus, avec la célèbre consultation de l'oracle de Delphes. L'oracle avait prédit que s'il attaquait les Perses, un grand empire serait détruit. Il s'agissait du sien. Il décrit l'organisation de l'empire en satrapie par Darius, un système administratif ingénieux. La construction de la voie royale, une route reliant Suse à Sardes, facilitant la communication et le commerce, est également mentionnée. Hérodote s'attarde longuement sur la première invasion perse de la Grèce, qui culmine à la bataille de Marathon. Il raconte l'histoire de Phidippides, le messager qui aurait couru de Marathon à Athènes pour annoncer la victoire, avant de mourir d'épuisement. 10 ans plus tard, la seconde invasion, menée par Xerxès Ier, est décrite avec une ampleur encore plus grande. Hérodote rapporte le chiffre, probablement exagéré, de plusieurs millions d'hommes dans l'armée de Xerxès. La résistance héroïque des 300 Spartiates menée par le roi Léonidas à la passe des Thermopyles est l'un des passages les plus célèbres. Il raconte comment Xerxès, furieux de la résistance grecque, a fait fouetter la mer pour la punir d'avoir détruit son pont de bateaux. La bataille navale de Salamine, une victoire stratégique décisive pour les Grecs, est décrite en détail. Thémistocle, le stratège athénien, y joue un rôle crucial en attirant la flotte perse dans un piège. Enfin, la bataille de Platée, où l'armée de terre grecque unifiée anéantit les forces perses restantes, met fin à l'invasion. Au-delà de la guerre, Hérodote est un ethnographe fasciné par la diversité des cultures. Il décrit les coutumes matrimoniales des Babyloniens, où les femmes étaient vendues aux enchères. Il parle des Lyciens, qui prenaient le nom de leur mère plutôt que celui de leur père. Une société matrilinéaire. Il raconte l'histoire des fourmis chercheuses d'or en Inde, qui étaient, selon lui, plus grandes que des renards. Cette histoire est probablement une interprétation erronée de récits sur les marmottes de l'Himalaya qui rejetaient de la poussière d'or en creusant. Il décrit également des créatures étranges, comme les hommes sans tête qui ont les yeux sur la poitrine, montrant sa tendance à rapporter même les légendes les plus folles.
Son intérêt pour la géographie était tout aussi grand. Il a tenté de cartographier le monde connu. Il a correctement émis l'hypothèse que la mer Caspienne était une mer intérieure, et non un golfe de l'océan Nord. Il a débattu des causes des crues annuelles du Nil, rejetant les explications mythologiques pour chercher une cause naturelle. Il a rapporté l'histoire de marins phéniciens qui auraient fait le tour de l'Afrique, un exploit incroyable pour l'époque. Selon le récit, ces marins auraient vu le soleil à leur droite, au nord, en contournant la pointe sud du continent. Hérodote lui-même doutait de ce détail, mais c'est précisément ce qui rend l'histoire crédible pour les historiens modernes. Son style d'écriture est engageant et accessible, plus proche de la narration que de l'analyse académique. Il inclut de nombreuses digressions, des anecdotes et des récits secondaires qui enrichissent son œuvre, mais peuvent parfois dérouter le lecteur. Une de ses histoires les plus célèbres est celle de Gigès et Candaule, un conte sur l'orgueil et la transgression. Il raconte aussi l'histoire du tyran Polycrate de Samos et de son anneau précieux, une leçon sur l'instabilité de la fortune humaine. L'anneau est retrouvé plus tard dans le ventre d'un poisson, servi au roi, signifiant qu'il ne peut échapper à son destin. Hérodote a été critiqué de son vivant et après sa mort, certains l'appelant le père des mensonges. L'historien Thucydide, son successeur, a adopté une approche beaucoup plus stricte et scientifique, se concentrant uniquement sur la politique et la guerre. Plutarque a écrit un essai entier intitulé « Sur la malveillance d'Hérodote », l'accusant de partialité pro-barbare. Malgré ses critiques, son influence sur la pensée occidentale est immense. Il a ouvert la voie à l'ethnographie, à l'anthropologie et au journalisme de voyage. Son œuvre est une source inestimable d'informations sur le monde antique, même si tout n'est pas factuellement exact. Il nous rappelle que l'histoire est faite d'histoires humaines, avec leur passion, leur folie et leur grandeur. Hérodote a passé les dernières années de sa vie à Torioi, une colonie grecque dans le sud de l'Italie. C'est là qu'il aurait terminé et peaufiné son chef-d'œuvre, les histoires. Sa curiosité ne l'a jamais quitté, faisant de lui l'incarnation de l'esprit d'enquête grec. Il a cherché à comprendre les motivations des hommes, qu'ils soient grecs ou barbares. Le terme « barbare », pour lui, ne signifiait pas sauvage, mais simplement celui qui ne parle pas grec. Il a montré un respect remarquable pour les cultures étrangères, une attitude rare à son époque. Son récit de l'Égypte est le plus long et le plus détaillé compte rendu d'une culture étrangère dans son œuvre. Il a été émerveillé par l'ancienneté de l'Égypte, la considérant comme le berceau de nombreuses pratiques grecques. Il a même suggéré que les noms de la plupart des dieux grecs provenaient d'Égypte. Hérodote était fasciné par les noms-mois, coutumes, des différents peuples, croyant qu'ils définissaient leur identité. Il raconte une anecdote où le roi Darius demande à des Grecs et à des Indiens calassiens leurs coutumes funéraires. Les Grecs, qui incinèrent leurs morts, sont horrifiés à l'idée de manger leur père défunt. Les Calassiens, qui pratiquent le cannibalisme rituel, sont tout aussi horrifiés à l'idée de brûler leur père. La conclusion de Darius, citée par Hérodote, est que la coutume est reine de tout. Cette histoire illustre parfaitement son relativisme culturel avant l'heure. Il s'intéressait aussi aux merveilles naturelles et aux grands travaux d'ingénierie. Il a décrit le canal creusé par Xerxès pour que sa flotte évite le périlleux cap du mont Athos. Il a également parlé du labyrinthe égyptien, une structure colossale qu'il considérait comme surpassant même les pyramides. Son œuvre est parsemée de thèmes récurrents: l'orgueil, Hubris, qui mène à la chute, Némésis, le cycle de la fortune, où la prospérité est toujours suivie par le déclin, et l'idée que les grands empires, par leur nature même, sont destinés à s'effondrer sous leur propre poids. Hérodote n'hésite pas à inclure des oracles, des rêves et des présages divins dans son récit. Pour lui, le divin et l'humain sont constamment en interaction, façonnant le cours des événements. Il raconte comment un tremblement de terre à Délos a été perçu comme un présage de malheur à venir pour la Grèce. Le rêve de Xerxès, où un homme grand et beau l'incite à envahir la Grèce, est un tournant narratif crucial. Son travail a été préservé à travers de nombreux manuscrits byzantins, ce qui a permis sa survie. La redécouverte de son œuvre pendant la Renaissance a profondément influencé les penseurs européens. Montaigne, par exemple, était un grand admirateur d'Hérodote, partageant sa curiosité pour la diversité humaine. Aujourd'hui, les historiens continuent de débattre de la fiabilité d'Hérodote, séparant les faits de la fiction. Certains de ses récits, autrefois considérés comme fantaisistes, ont été corroborés par l'archéologie moderne. Par exemple, les descriptions des guerriers amazones pourraient être liées aux tombes de femmes guerrières
Hérodote a été exilé de sa ville natale d'Halicarnasse pour des raisons politiques. Cet exil est peut-être ce qui l'a poussé à devenir un voyageur, un citoyen du monde. Il a probablement effectué des lectures publiques de son œuvre à Athènes, captivant son auditoire. On dit même que la cité d'Athènes lui a accordé une récompense financière considérable pour sa contribution à la culture. Son récit n'a pas de fin formelle. Il se termine brusquement avec la prise de Sestos par les Athéniens en 479 av. Et J.C. Certains pensent qu'il avait l'intention de continuer le récit, mais que la mort l'en a empêché. Il a exploré la côte de la mer Noire, visitant les colonies grecques et interagissant avec les tribus locales. Il décrit les Thraces comme un peuple féroce et nombreux, qui serait invincible s'il était unifié. Il s'est intéressé à la religion perse, le zoroastrisme, et à son dualisme entre le bien, Ahura Mazda, et le mal, Ahriman. Il a noté que les Perses ne construisaient ni temples, ni hôtels, mais sacrifiaient au sommet des montagnes. Son récit de la bataille de Platée inclut des dialogues et des discours qui sont probablement des reconstructions littéraires. Il a une fascination pour les femmes puissantes et influentes, comme la reine Artémise d'Halicarnasse. Ou encore Tomiris, la reine des Massagètes, qui a vaincu et tué Cyrus le Grand. Il raconte aussi l'histoire de Nitocris, une reine de Babylone, qui aurait détourné le cours de l'Euphrate pour protéger sa ville. Hérodote est une source essentielle sur la démocratie athénienne à son apogée. Il rapporte le débat sur la meilleure forme de gouvernement qui aurait eu lieu entre des nobles perses. Ce débat est presque certainement une invention grecque projetée sur un contexte perse, mais il explore des idées politiques fondamentales. Il a une vision tragique de l'histoire, où même les plus grands succès contiennent les germes de la défaite future. Son œuvre peut être lue comme une mise en garde à l'Athènes impériale de son époque, pour qu'elle ne suive pas la voie de l'ubris perse. Il a documenté la faune et la flore des terres qu'il visitait, comme les crocodiles et les hippopotames du Nil. Il a décrit le phénix, l'oiseau mythique qui renaît de ses cendres, en rapportant les légendes égyptiennes. Son sens de l'émerveillement est palpable à chaque page, qu'il décrive une pyramide ou une coutume étrange. Il a tenté de calculer l'âge de la Terre en se basant sur les généalogies des prêtres égyptiens. Il a compris le concept de stratigraphie en observant les coquillages fossiles dans les montagnes d'Égypte. Il a ainsi déduit que le delta du Nil était une formation sédimentaire récente, un don du fleuve. Hérodote a également rapporté des histoires de cannibalisme chez certaines tribus, ce qui a choqué son auditoire grec. Il a décrit les techniques de chasse des crocodiles sur le Nil, impliquant un appât et un treuil. Son récit de l'expédition de Cambyse en Éthiopie, qui s'est terminé par un désastre et le cannibalisme, est un conte moral sur l'imprudence et l'imprudence. Il a noté les différences physiques entre les peuples, comme la peau sombre des Éthiopiens. Il a raconté l'histoire d'Arion et du dauphin, un poète sauvé de la noyade par un dauphin attiré par son chant. Cette histoire, bien que mythique, souligne l'amour des Grecs pour la musique et la poésie. Hérodote a documenté la construction du mausolée d'Halicarnasse, une autre des 7 merveilles, érigée en sa propre ville natale. Il a écrit en dialecte ionien. Une forme littéraire de grec était élégante et fluide. Son œuvre est divisée en 9 livres, chacun portant le nom d'une des 9 muses puantes. Cette division n'est probablement pas de lui, mais a été ajoutée plus tard par des érudits alexandrins. Le premier livre, Clio, se concentre sur la montée de Cyrus et la chute de Crésus. Le deuxième livre, Euterpe, est entièrement consacré à l'Égypte. Le livre 7, Polymnie, décrit l'invasion massive de la Grèce par Xerxès et la bataille des Thermopyles. Hérodote a cherché la cause première, prophasis, de la guerre, allant au-delà des prétextes immédiats. Il a vu le conflit comme un choc inévitable entre deux visions du monde, la liberté grecque contre le despotisme perse. Contre le despotisme perse. Il a rapporté des détails surprenants, comme l'existence de femmes guerrières en Égypte. Il a décrit les coutumes des Éthiopiens macrobiens, censés vivre exceptionnellement longtemps grâce à un régime spécial. Il a parlé des Nasamon, une tribu libyenne qui pratiquait l'incubation des rêves sur les tombes de leurs ancêtres pour obtenir des prophéties. Son travail est un trésor de folklore, de mythes et de légendes de l'Antiquité. Il a raconté l'histoire de Solon et Crésus, une leçon sur le bonheur qui ne peut être jugé qu'à la fin de la vie. Il a décrit le système de communication perse par signaux de feu. Internet, de l'âge du fer. Il a noté l'aversion des Perses pour le mensonge et les dettes, les considérant comme les pires des hontes.
Il a rapporté que les Égyptiens considéraient les Grecs comme des enfants en matière d'histoire en raison de leur propre antiquité. Il a décrit la piété des Égyptiens, qu'il jugeait être les plus religieux de tous les hommes. Il a été le premier à utiliser le mot « démocratie » dans un sens positif et développé. Il a documenté la révolte ionienne, l'étincelle qui a mis le feu aux poudres des guerres médiques. Il a raconté comment les Athéniens ont aidé les Ioniens, s'attirant ainsi la colère éternelle de Darius. Son œuvre est un pont entre le monde mythique d'Homère et l'histoire rationnelle de Thucydide. Il a donné une voix aux autres, aux non-grecs, en essayant de présenter leur point de vue. Il a décrit les coutumes étranges des Agathyrses, qui pratiquaient la communauté des femmes pour être tous frères. Il a parlé des Budins, une tribu aux cheveux roux et aux yeux bleus vivant dans une ville en bois. Il a mentionné l'usage du chanvre par les Scythes, qui l'utilisaient dans des bains de vapeur pour atteindre l'extase. Hérodote reste une figure attachante, un voyageur curieux dont la soif de savoir a changé notre façon de voir le passé. Son héritage n'est pas seulement une collection de faits, mais une invitation permanente à l'enquête et à l'émerveillement. Il a exploré les confins du monde connu, des sables d'Égypte aux steppes glacées de Scythie. Il a noté que les Égyptiens écrivaient de droite à gauche, contrairement aux Grecs. Il a décrit avec amusement le mépris des Spartiates pour tout travail autre que la guerre. Son récit de la conspiration des 7 nobles Perses pour renverser le mage Smerdis est un véritable thriller politique. Il a raconté comment Darius a triché pour devenir roi, grâce à son palefrenier qui a fait hennir son cheval au bon moment. Il a été fasciné par les oracles, en particulier celui de Delphes, dont les réponses ambiguës ont scellé le destin de rois et de nations. Il a rapporté l'histoire des Alméonides, une famille athénienne exilée qui a corrompu l'oracle pour qu'il incite Sparte à libérer Athènes des tyrans. Il a décrit la complexité de la société des castes en Inde, bien qu'il n'y soit jamais allé lui-même. Son œuvre est un miroir dans lequel la Grèce antique a pu contempler sa propre identité en se comparant aux autres. Il a posé les fondations sur lesquelles tous les historiens ultérieurs, d'une manière ou d'une autre, ont dû construire. Lire Hérodote, c'est entreprendre un voyage dans le temps, guidé par le plus curieux et le plus humain des guides.